Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Julien Bayou qui est le premier invité du cycle Île-de-France 2021 et le Grand Paris, organisé par notre association Les Acteurs du Grand Paris. La règle du jeu, vous la connaissez, c'est que après cette petite présentation, je vais laisser la parole à Julien Bayou pour qu'il rentre dans le sujet, peut-être avec quelques questions de relance que nous avons déjà anticipées et questions que nous poserons à tous les candidats que nous recevrons. Et puis ensuite, vous serez invité ou bien en posant votre question écrite directement, ou bien en me faisant un SMS, à poser vos questions directement à Julien Bayou. Comme vous le voyez, on est à 2 mètres l'un de l'autre à peu près, donc on va se permettre pour des raisons d'élocution, de compréhension, de retirer notre masque et de le remettre évidemment à l'issue de la conférence. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous. Et je vous laisse la parole. Écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de proposer cet échange. Moi, je suis heureux qu'on puisse quelque part apprendre à se connaître. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les écologistes, sur le lien entre écologie et économie. Et si cet échange permet de faire tomber quelques idées reçues, ou quelques murs même, voilà, moi j'en suis heureux parce qu'en fait on est des alliés objectifs, on a tout à faire ensemble et c'est aussi le rôle de la région, le rôle économique et le chef de fila de la région, que d'anticiper, d'investir, d'aménager. Donc voilà, moi je me réjouis de ces échanges et de notamment ces échanges privés-publics, voilà, qui je pense manquent beaucoup. On le voit d'ailleurs dans la construction de nos institutions, c'est pas prévu en fait. Entre l'activité économique et publique, il faut l'organiser. Donc moi je suis heureux de présenter la vision écologiste pour la région et puis la manière dont le Grand Paris évidemment peut s'insérer dans cette vision. Alors j'avais prévu, vous m'aviez demandé une sorte de grand oral. Finalement, on va adapter, vous me dites. Donc moi, je me plie à vos... On peut faire les deux. C'est-à-dire que je vous laisse vraiment, comme d'habitude, quand on est en physique, la capacité à dire tout ce que vous voulez dire. Et en même temps, si vous souhaitez qu'on échange aussi sur la base de la trame des questions qu'on vous a posées. Vous êtes libre. Merci. Merci. Donc moi, déjà pour me présenter, j'ai 40 ans, Julien Bayou, je suis secrétaire national d'Europe Écologie Vert, donc le parti de l'écologie politique, et là, conseiller régional sortant, 10 ans de mandat, 10 ans au sein de la commission développement économique, et tête de liste, vous l'avez dit, pour le mouvement écologiste, en fait, 6 partis politiques, un rassemblement de Génération S autour de Benoît Hamon, Génération Écologie autour de Delphine Batho, et dans le civil, si je puis dire, je suis ancien gérant, j'ai créé une coopérative dans l'économie sociale et solidaire. J'ai été salarié, évidemment, j'ai même été délégué du personnel, donc j'étais aussi délégué du personnel et aussi confronté au prud'homme en tant qu'employeur. J'ai repris des études, aujourd'hui je suis en passe d'être avocat, il ne reste plus que l'inscription au barreau de Paris. Et donc, moi ce qui me marque, c'est à quel point finalement, dans la commission développement économique, on est très peu en lien avec les acteurs privés de la région, et à quel point cette commission, depuis 10 ans, elle échoue à préparer l'avenir. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, il y a 3 projets sur la table. Là, je dis ça au niveau global, mais c'est pour poser un petit peu notre vision. On a l'offre de l'extrême droite, donc, un passé fantasmé qui mène à la tension entre les populations, la haine. Sur le plan économique, c'est assez inepte. Hein, je sais pas, l'euro, pas l'euro, le franc, l'écu. Sur le plan santé, j'en parle même pas parce qu'en fait, on aurait attendu le vaccin français, franco-français, évidemment. Donc, on n'aurait pas de vaccin. On a le présent sans vision. Hein, ces différents gouvernements qui se succèdent en disant faut s'adapter, on ne sait pas très bien à quoi. Et on approche de la fin du mandat d'Emmanuel Macron et le bilan, il est sombre. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'il a réalisé, véritablement. Hein. Qu'est-ce qu'il en restera de ce mandat, sinon de longues crises. Sur le plan des liberté, égalité, fraternité, qui devrait être un peu le baromètre des libertés, c'est pas brillant, ni individuel ni public. Le plan de l'égalité, les inégalités se sont creusées, en particulier avec la crise, et jusqu'à l'insoutenable. Je pense qu'il y a un vrai problème de soutenabilité des inégalités. On l'a vu avec la question des gilets jaunes, ça génère évidemment des tensions très dures. Et puis sur le plan de la fraternité, c'est même pas la peine d'en parler, vu le nombre de sans domicile fixe
qui explosent. Ça, c'est pour le projet de présent. Voilà, on s'adapte. On ne sait pas bien à quoi, pas de vision. Vraiment, qui est capable de dire quelle est la vision des macronistes à 6 mois, à 1 an, à 10 ans, à 30 ans. Et puis la vision d'avenir, évidemment, l'écologie. Plaidoyer pro domo, mais après tout, vraiment, les enjeux du 21e siècle, c'est le dérèglement climatique, c'est la lutte contre les inégalités. Et nous disons, la transition écologique dans la justice sociale peut permettre de confronter ces deux chocs absolus. Et donc, ce que le gouvernement ne fait pas, le gouvernement avait mis en place la Convention citoyenne pour le climat pour répondre à ces questions. Voilà, comment on réduit nos émissions de gaz à effet de serre dans la justice sociale. Et finalement, la loi climat, elle est complètement édulcorée, elle répond qu'à 10% des objectifs. Ce que le gouvernement ne fait pas, nous pouvons le faire au niveau des mairies et surtout demain au niveau des régions. Les régions, c'est l'échelon phare de la transition écologique. C'est la planification, c'est l'aménagement, le schéma directeur régional, c'est le développement économique, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de l'eau. Enfin, c'est des leviers phénoménaux qui aujourd'hui ne sont pas utilisés. L'Île-de-France en particulier, qui est la première région en matière d'émissions de gaz à effet de serre, plus riche ou région au plus haut niveau de PIB, pour le dire comme ça, qui cumule aussi les plus grandes inégalités, les transports les plus longs, une région profondément déséquilibrée, des inégalités départementales, des questions de problèmes d'accès aux services publics, notamment la santé, des questions de sécurité. Et puis alors, on ne va même pas aller sur l'autonomie alimentaire ou l'autonomie énergétique, puisqu'il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, le bilan de la région, c'est que vous avez plus de la moitié des habitantes de la région qui veulent partir. Vous voyez, donc, à tout miser sur l'attractivité, une espèce de mantra qui nous gouverne depuis quelques décennies, vous avez la moitié des gens qui veulent partir. Il faut s'arrêter un peu là-dessus, quoi. Quand vous avez 8 cadres sur 10, et les chiffres sont constants, c'est pire après le confinement, mais c'était déjà très très élevé. Quand vous avez 8 cadres sur 10 qui sont prêts à quitter la région, c'est vraiment qu'on a un problème. Et la question, donc, c'est le stress, beaucoup, qui est très, très, très lié au transport, la pollution, la cherté des logements, que ce soit à l'achat ou à la location, les questions de sécurité aussi. Et tout ça est finalement lié à cette question de l'attractivité, de la densification, de la métropolisation, l'hypercentralisation. Voilà. Et donc, depuis des décennies, on joue ça à fond. C'est les histoires de smart région, de concurrence entre territoires, il faut aller shipper des emplois aux autres. Et on considère, au-delà de la petite couronne, finalement, on considère ces territoires comme des territoires de servitude, des simples excroissances du centre. Nous, on veut évidemment envisager tout le contraire, prendre le virage. Et ça, c'est le rôle de la région, d'anticiper et d'accompagner ces transitions. Encore une fois, à chaque fois, vous voyez, on parle de transition. C'est bien qu'il faut accompagner les changements. Ça peut se faire sur quelques années. Il ne s'agit pas de dire tout de suite on interdit et on laisse sans alternative. Mais vraiment, face à cette impasse, qui a été révélée encore plus pendant la crise sanitaire, il faut en tirer les leçons. C'est Bruno Latour qui dit « Si vous ne tirez pas les leçons de la crise, vous gâchez une opportunité, vous gâchez une crise. » Eh bien, la région, avec l'aménagement du territoire, le développement économique, les lycées, les formations aussi, puisque vous avez comme ça un levier d'action et d'impulsion des filières, l'action sur l'environnement et autres, peut agir et peut engager cette transition. Est-ce que concrètement, vous pourriez rentrer peut-être un peu dans le sujet, de nous dire si j'étais président de la région Île-de-France, qu'est-ce que ça changerait concrètement? Oui. Vous m'avez demandé trois secteurs en particulier, l'économie, les transports, les lycées. Sur l'économie… Et l'énergie. Et l'énergie. Enfin, énergie développement durable, quoi. Oui. Oui, alors fondamentalement, moi j'insère l'écologie de manière transversale, mais évidemment. Fondamentalement, la mission de la région, c'est de soutenir l'activité locale, des activités qui répondent aux besoins du territoire, qui ont du sens, qui répondent aux besoins des gens. Et là, il faut oser le mot tabou. Pour nous, c'est une logique de critérisation. C'est-à-dire que, bien évidemment, accompagner, soutenir l'activité économique, mais le rôle de la région, c'est de dire
nous mettons des critères, des contreparties. Voilà. Donc c'est vrai qu'on prend le contre-pied du crédit impôt compétitivité emploi, c'est au niveau national, dont le bilan n'est pas fameux, hein, ni en matière de compétitivité, ni en matière d'emploi, alors là, clairement, puisqu'on a même financé des entreprises qui licenciaient. Je sais que ce n'est pas forcément une opinion très populaire, peut-être auprès des acteurs privés, mais c'est la réalité. Et au niveau de la région, c'est la même logique de soutien sans vision, sans contrepartie. Nous disons très simplement, nous sommes engagés sur l'accord de Paris, l'accord climat, et donc les soutiens de la région, ils doivent être subordonnés à ce respect. Ça veut dire évidemment soutenir les initiatives vertueuses, ça veut dire aussi aider à la transition des activités qui sont nocives pour la santé, via la pollution par exemple. Donc pas un euro public pour les activités dangereuses. C'est vraiment une logique de choix, de régulation, d'interventionnisme, de soutien, et en particulier de soutien aux PME. Pour nous, il nous semble qu'il y a une logique d'aider les petites entreprises qui sont en phase avec les territoires, qui répondent aux besoins des gens, de soutenir l'innovation. Moi, j'ai été président du Centre francilien de l'innovation dans le mandat d'avant, celui de 2015-2021. Ce centre, il a été fermé. C'était utile de soutenir l'innovation, c'est-à-dire en gros ce qui peut échouer. Vous voyez, pour ce qui peut fonctionner, vous pouvez aller voir une banque. Parce que vous démontrez que ça peut fonctionner, que vous avez besoin de l'argent temporairement, que vous empruntez et que vous pouvez rembourser. Le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'investir dans ce que le marché ou les banques ne peuvent pas soutenir. Il y a des soutiens, il y a des innovations. C'est important que finalement on puisse soutenir ce qui peut échouer. Voilà. Donc si je devais définir l'innovation, ou le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi de soutenir quand le marché ne peut pas, et donc d'aider à l'amorçage, au prototypage, à l'innovation. Sur les secteurs qui sont les plus cruciaux pour nous, évidemment, pour nous, quand on parle d'énergie, pour nous, c'est les économies d'énergie, si vous voulez. On commence d'abord par la meilleure énergie, c'est celle qu'on produit pas, celle qui ne génère pas de CO2, évidemment. Et là, l'enjeu phénoménal, c'est le bâti. L'habitat, les bureaux, les lycées, beaucoup pour ce qui concerne la région. Quand vous vous attaquez à la rénovation thermique, ou phonique d'ailleurs, parce que c'est aussi une question de nuisance, le bruit, de santé, vous enclenchez un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas pouvoir se chauffer correctement, ça conduit à des problèmes de santé, de justice sociale, de dignité parfois. Moi, j'ai visité des passoires thermiques qui présentent bien, comme ça, mais vous avez 500-700 euros d'électricité par mois, les mois d'hiver. Bon, si les enfants tombent malades, des otites à répétition, ça amène très vite sur des retards d'apprentissage de la lecture que vous ne pouvez peut-être pas rattraper. Ça crée des séquelles, des dyslexies. A contrario, engager la rénovation thermique, soutenir les PME, les entreprises qui accompagnent les copropriétés ou le bâtiment, c'est bon pour le climat. Le bâti, c'est vraiment une énorme part des émissions de gaz à effet de serre. C'est bon pour la santé parce qu'en fait, ça émet aussi des particules fines. Donc, c'est l'asthme et les maladies cardiovasculaires. C'est bon pour le bien-être, voilà, au-delà le confort, le fait de pouvoir se chauffer correctement. Et c'est bon pour l'emploi. Voilà. Très, très concrètement, c'est une filière, voilà, tout métier, des bureaux d'études aux maçons, non délocalisables. Et à vrai dire, on ne comprend pas très, très bien pourquoi il y a aussi peu d'ambition sur le sujet. Voilà, donc pour nous, c'est une priorité. Et le fait de se concentrer sur les lycées, dont on sait qu'ils sont vétustes, pour une grande partie, il y a même certains où vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Le lycée Rabelais à Duny, un tiers des fenêtres, on ne peut pas les ouvrir. Donc pas de protocole sanitaire, c'est pas la peine d'imaginer ventiler si vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Le fait de rénover les lycées, d'allotir les différents marchés pour permettre aux petites et moyennes entreprises de s'y intéresser, c'est un vrai Small Business Act en acte. C'est le moyen d'impulser une vraie transition écologique, de créer des emplois locaux, tout corps de métier, et puisque c'est aussi le rôle de la région d'impulser les filières en amont pour pouvoir anticiper la charge. Donc ça, c'est pour la rénovation thermique. Les transports, l'agriculture, on peut tripler les emplois sur la question de l'agriculture.
On discutait hier avec un maraîcher dans l'Essonne qui nous expliquait qu'avec des régies agricoles, avec des paysans qui pouvaient être salariés, on pouvait compter sur un emploi tous les 5 hectares. Voilà. Ceci permettant d'avoir une alimentation de qualité, une vraie rémunération pour les agriculteurs, du sens évidemment, puisque l'agriculteur est littéralement au service de la communauté, d'aller irriguer les cantines des lycées, de permettre aux enfants d'avoir un vrai bon repas par jour, l'alternative végétarienne quotidienne. Vous voyez, c'est ce type de cercle vertueux qu'on veut engager avec la transition écologique. Au global, d'après Ernst & Young, qui n'est pas particulièrement... c'est pas notre ennemi, mais c'est pas particulièrement les meilleurs, enfin les premiers ambassadeurs de l'écologie. On estime que c'est 200 000 emplois qu'on peut aller chercher via les investissements publics et privés, coordonnés, supervisés par la région, qu'on peut aller chercher 200 000 emplois en 5 ans sur la transition écologique. Donc l'énergie, les transports, évidemment, je pense qu'on va en parler, l'agriculture, mais aussi même l'écotourisme ou le vélo. Voilà, le vélo est une filière d'avenir. Pour les transports, c'est bien. Pour la santé, c'est bien. Pour l'emploi aussi, en fabrication et en maintenance. Aussi pour ça qu'on veut, dans les 5 ans qui viennent, offrir un vélo à chaque lycéen et lycéenne. C'est une logique de... c'est cette génération climat à qui on doit donner son autonomie en matière de mobilité, former toute une génération à la pratique du vélo. Mais c'est aussi une logique de soutenir la filière fabrication et maintenance, notamment via l'économie sociale et solidaire ou la réinsertion. Il faudra travailler à la capacité à recevoir ces vélos en ville et dans les habitats. Bien sûr, oui, c'est tout un enjeu. Pompidou disait il y a quelques décennies, il faut adapter la ville à la voiture. Et en fait, c'est de ça aussi dont on doit sortir. Voilà. Reprendre de la place sur l'espace dévolu à la voiture pour fluidifier les transports. Le vélo, c'est un vrai chemin pour ça. Aujourd'hui, on est à 2% de part modale, enfin en gros 2% des déplacements se font à vélo. Il y a une marge de progression phénoménale. Et pour ça, eh bien, il faut s'adresser aux 95% qui ne font pas de vélo. Donc des voies sécurisées, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le stationnement, dans les lycées, mais vous l'avez dit, dans les résidences, au pied des gares évidemment, au pied des immeubles de bureaux. Ça, on peut en faire une priorité. Ça et nous, ce qu'on appelle l'intermodalité, le fait de pouvoir passer d'une offre de transport à une autre. Parce Paris ne concerne qu'1% du territoire francilien. Donc beaucoup de gens font des trajets banlieue-banlieue, c'est la majorité, banlieue-Paris, Paris-banlieue. Alors peut-être justement quelques mots sur cette compétence transport qui est majeure en Île-de-France. L'autorité organisatrice, c'est Île-de-France Mobilité, c'est présidé par le président ou la présidente de région. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que vous avez une vision, une organisation que vous souhaiteriez mettre en place? Oui, l'idée, c'est de faciliter les transports du quotidien. C'est-à-dire vraiment les transports, soutenir la réduction de la dépendance à la voiture. Aujourd'hui, quand il n'y a pas assez d'offres de transport ou qui sont saturées, vous êtes dépendant de la voiture ou d'une deuxième voiture. Arriver à vous en passer, c'est des économies très concrètes. Une voiture en moyenne, c'est 6 000 € par an. Donc, quand vous pouvez vous en passer, eh bien, c'est un 13e mois. Nous, on appelle ça 13e mois écologique. Et donc, pour ça, il faut soutenir l'offre. Voilà. On a un enjeu de fiabilité. On sait que sur le RER B et D, il y a des problèmes de ponctualité, il y a des problèmes qui nuisent à l'activité économique, tout simplement, y compris qui créent des discriminations. Je sais que moi, j'ai été recruteur dans une vie précédente. Je sais qu'il y a des réticences à compétences égales à prendre quelqu'un qui est sur la mauvaise branche du RER B. Donc là, il y a un enjeu crucial de rattraper un retard d'investissement, le B, le D, la fiabilité, la ponctualité. Il y a pourtant sur les transports un plan de modernisation qui est en œuvre depuis une dizaine d'années sur les réseaux existants, prolongement de lignes, modernisation des réseaux existants, et un nouveau métro, le Grand Paris Express. Donc il y a 2 jambes assez fortes sur la politique des transports. Vous changeriez quoi? Mais en fait, par exemple, la ligne 14 qui vient d'être prolongée, c'est un investissement qu'on avait démarré en 2013, si je me préviens bien, parce qu'il y a
un temps incompressible sur la construction d'infrastructures lourdes comme ça. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui fleurir, en fait, c'est les gains du précédent mandat et pas ceux de cette mandature. Sur le Grand Paris Express, c'est une réponse de 2008, enfin la crise de 2008 par Nicolas Sarkozy, un peu en mode on continue tout droit, on accélère. Il y a certaines lignes qui sont archi utiles, celles qui désenclavent des territoires, comme Clichy évidemment, Montfermeil. Il y a des lignes qui posent question entre deux bassins d'emploi. Je pense à la ligne 17, Le Bourget-Roissy, en vrai, une ligne aussi lourde, vous voyez, un sujet de transport aussi lourd. Il y a souvent dans le Grand Paris Express un aspect bling-bling, entre guillemets, vu que c'est très lié, bien sûr. Mais disons qu'on va mettre une grosse infrastructure de transport très très lourde, et donc évidemment où il faut beaucoup de monde pour que ça soit rentable, là où un bus ou un tram suffirait. Et par contre, à contrario, vu qu'on met énormément d'investissements dans ces lignes 17 ou la 18, entre Massy et Versailles, en vrai, les urbanistes, les sociologues nous disent voilà, c'est vraiment deux bassins d'emploi très autonomes. Alors on fait quoi avec les milliers d'habitants qui vivent quand même sur ces lignes-là? Il y en a beaucoup, tout le sud du Val-d'Oise par exemple. Et justement, en fait, c'est-à-dire et même sur le plateau de Saclay, et puis la desserte peut-être de l'aéroport, des aéroports, mais la connexion. Qu'est-ce que vous pensez là où vous mettez des gros transports lourds, finalement, on se prive des investissements possibles pour faire de la desserte fine, pour faire. Il y a tout un enjeu sur. Vous opposez ça? C'est-à-dire, oui, parce qu'une gare du Grand Paris, ça peut être aussi l'occasion de travailler l'intermodalité comme vous le souhaitez. Oui, mais malheureusement, prenons la gare qu'on appelle gare de Gonesse, mais qui est en fait à 2 km de Gonesse. Gonesse a besoin de transport. Mais pourquoi les mettre à 2 km? Pourquoi les mettre en plein champ? Quand on dit zéro artificialisation nette, quand on dit l'impératif c'est de protéger les terres agricoles, en fait on doit être cohérent. Dans ce cas-là, on ne met pas une gare qui conduit inéluctablement à l'urbanisation. Et encore une fois, pendant ce temps-là, vous ne réglez pas les problèmes de transport du Val d'Oise. Les transports du Val d'Oise, c'est le T5 qu'il faut prolonger. C'est la tangentielle nord, je crois qu'on dit T11 maintenant, mais qui traîne depuis si longtemps. C'est l'interconnexion de la ligne H. Alors, ce n'est pas dans le Val d'Oise, mais ça dessert évidemment tout le Val d'Oise. L'interconnexion Pleyel à Saint-Denis. Là, vous offrez des interconnexions et aussi la capacité de ne pas tout le temps repasser par Paris. Voilà. Et cette vision du Grand Paris de 2008, où c'est la région serait en fait que Paris en grand, c'est toujours cette logique de centralisation, d'hypercentralisation, d'un cœur de métropole qui pompe toutes les activités, et finalement où le reste du territoire est transformé en lieu dortoir avec toutes les nuisances que ça peut Vous ne croyez pas que le Grand Paris Express peut désenclaver, rapprocher, rééquilibrer? Mais ça dépend des lignes, vraiment littéralement. Et je vous dis, 15-16, oui, vite, on a hâte, c'est absolument prioritaire. La desserte entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport de Roissy, vraiment, en vrai, il y a 100 000 salariés aujourd'hui qui prennent leur voiture pour aller travailler à Roissy tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas y aller en transport public aisément. Oui, mais dans ce cas-là, il nous faut des bus et des horaires décalés. D'accord. Vous voyez, le noctilien, par exemple, est le transport dans la région qui a la plus forte croissance. Il faut l'accompagner. Le noctilien, en plus, vous touchez deux types de publics. Vous touchez le public festif, on va dire, les soirées, la culture. C'est essentiel pour, évidemment, ça nous manque tellement en ce moment, mais c'est essentiel pour l'activité de la région. Vous permettez aussi à ces personnes en horaire décalé, on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses, qui habitent de plus en plus loin parce que les loyers sont impossibles, de pouvoir organiser l'activité économique. Et donc, une desserte fine, quand on discute avec Bernard Cohen-Haddad de la CPME, on pourrait aller sur le développement du transport à la demande pour ces personnels. Mais ça nécessite des investissements dans le noctilien. On pourrait imaginer faire rouler les trams toute la nuit. Ça, c'est techniquement possible. Le métro, non. Il y a besoin d'une maintenance. Donc, il y a une part incompressible. On peut gratter peut-être une demi-heure ici et là, mais pas beaucoup plus. Mais envisager des RER, des Transiliens qui roulent plus longtemps la nuit, des trams qui durent toute la nuit et des noctiliens renforcés, oui, ça c'est une réponse très concrète aux besoins.
voyez. Alors, on va peut-être prendre une première question. Cette fois, je l'ai reçue par SMS. Vous pouvez aussi poser vos questions, hein, les amis acteurs du Grand Paris en ligne ici. Essayez de faire des questions assez courtes, de sorte à ce qu'on puisse bien les voir sur l'écran qui est devant nous, et puis y répondre évidemment bien. Une question qui rejoint finalement aussi cette dimension à la fois économique, vie quotidienne, etc., porte sur le tourisme, qui est quand même une des activités principales Ouais. de la région en Île-de-France. Ça rejoint la question des aéroports et de leur rôle, hein, évidemment. Ça rejoint la nécessité ou pas de les desservir. 90 000 emplois à Bourget, 250 000 à Roissy-Charles de Gaulle, et puis les dizaines de milliers d'emplois des foires, des salons, des expositions et du tourisme en général. Quelle est votre vision de ce secteur et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de région? Il y a un enjeu de… Alors, quand on discute avec les professionnels du tourisme, ils vous disent sur les 8 dernières années, on a eu 7 années de crise. Et c'est qu'en fait, on a un tourisme qui est très vulnérable finalement. On est évidemment locomotive, l'Île-de-France, au sein d'un pays lui-même locomotive dans le tourisme mondial. La plus grande part des touristes passent par l'Île-de-France et même passent par Paris. Mais en fait, on a une vulnérabilité très forte à l'actualité internationale. Les 7 années de crise, hein, c'est des sujets très très différents. Il y a évidemment eu les attentats, il y a eu des grèves, il y a eu des mobilisations des Gilets jaunes. Et finalement, quand vous avez 7 années de crise sur 8, à la fin, c'est une tendance, vous voyez. Et pour la région écolo, l'enjeu, c'est de pouvoir assurer ce qu'on appelle une résilience, une capacité de rebond, une capacité de tenir bon face au choc. Et donc, il y a un enjeu de régulation, hein, clairement, sur Airbnb, sur la concurrence déloyale qui est faite aux hôteliers, littéralement. Et puis, il y a un enjeu de réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'on provoque avec ce tourisme, et donc forcément de soutenir le train, voilà, les trains de nuit, de soutenir le ferré. Et puis, ce qu'on a vu aussi à l'immédiate sortie du confinement, c'est que finalement, les activités touristiques ont ce qu'on dit le mieux réussi ou le moins mal souffert, parce que la saison était quand même particulière. C'est en grande couronne, ce qui permettait une nouvelle expérience, plus d'air littéralement, que le fait de s'entasser dans les villes. Et donc c'est aussi un virage, l'écotourisme, qu'il s'agit de prendre et qui permet encore une fois de niveler la dépendance face au choc extérieur. Et donc là, la région, il y a un plan d'urgence à mettre en œuvre qui tarde, maintenant, et de réorienter vers d'équiper aussi, parce qu'il y aura un vrai enjeu maintenant désormais sur l'expérience, le caractère santé, pas bricoler pendant trop longtemps. On a besoin de rassurer la clientèle sur la manière de les accueillir. Tout ça, c'est le rôle de la région d'accompagner ces changements. D'accord. Alors, on continue un peu les questions de manière interactive pour échanger, nourrir notre échange. On va lire la question de Rémi Marcin, métropole du Grand Paris. Quelles sont, dans les 100 jours de votre présidence, les premières décisions politiques que vous engageriez à la tête de la région Île-de-France, et notamment pour engager une stratégie de rééquilibrage des territoires? C'est une excellente question. Cette critérisation des aides dont j'ai parlé, qui passe par le respect de l'accord de Paris, elle passe aussi par le choix de soutenir les territoires les plus en difficulté. Donc on a des très fortes inégalités qui sont liées à l'aménagement du territoire. On a laissé toujours plus de bureaux à l'ouest, des logements sans parfois d'activités professionnelles au nord et à l'est pour aller vite. Ça crée des déséquilibres profonds, hein. Vous avez 1 million de personnes qui quittent la Seine-Saint-Denis chaque matin pour traverser Paris sans s'y arrêter pour aller, par exemple, à la Défense, et qui reviennent le soir. C'est des transports subis. Donc, dans cette logique globale de réaménagement du territoire, là, on n'est pas sur 100 jours. Hein. On est sur le schéma directeur régional. Oui, mais vos questions, la question porte vraiment sur l'idée que quand on est aux commandes de la région, quand on arrive, quelle décision on prend tout de suite dans les 100 jours? Comment on s'organise? Oui, c'est le temps long et le temps court. Donc, il y a la logique de réaménagement du territoire, ça c'est le SDRIF. Et dans les 100 jours, donc c'est cette mise en œuvre de la critérisation des aides et plan d'urgence pour les PME, Small Business Act, qui se traduit notamment par la rénovation,
l'engagement de la rénovation thermique, notamment dans les lycées. Un choc d'offres pour créer de l'emploi très directement dans les territoires. Les lycées on voit aussi la carte des rénovations à faire, c'est dans les territoires les plus en difficulté. Je pense beaucoup à la Seine-et-Marne ou à la Seine-Saint-Denis, par exemple. D'accord. Alors, il y a une question de Razi Hamadi. La France s'apprête à construire moins de logements pour 1000 habitants qu'on en produisait en 1950. Il cite une étude. Et ensuite, dans un contexte de montée en puissance, en fait, comment on fait du logement en Île-de-France alors qu'il en manque tellement? Ouais. Alors ça c'est une des grandes impasses de ce mandat de la présidente Valérie Pécresse, c'est qu'elle a sabré dans le logement. Voilà. Elle s'est opposée aux logiques de logement social. Il y avait un effort important qui était fait dans le mandat précédent, et tant sur le logement social, et moi je mets aussi la rénovation thermique, elle a divisé par 2 ou par 3 les montants alloués. Et là, la région a son rôle d'accompagner la construction de logements sociaux. Pardon, excusez-moi, juste que je puisse lire les questions en même temps que vous. Oui, bien sûr. Non, descends, parce que là, je vois celle. Voilà, encore, voilà. Et si je vois que ce Razi Hamadi, que je connais, que je salue, n'est-ce pas, interpelle sur la question du logement social et du zéro artificialisation net. Oui, c'est un objectif à concilier. Nous, on a besoin de logements très sociaux. Voilà, très concrètement. Aujourd'hui, on a des logements sociaux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de logements sociaux, mais finalement, par facilité, on construit aussi beaucoup de logements qu'on appelle PLS et qui sont en fait pas si sociaux que ça. Et que finalement, pour le dire le plus simplement, par exemple, quand vous êtes enseignant, infirmier, infirmière, agent dans les lycées, pour l'exemple de la région, les gens ne peuvent pas se loger en fait, dans ce type de logements sociaux. Donc, il y a un bonus à ajouter de la part de la région pour construire du logement très social. Il y a aussi tout un enjeu de la reconversion des bureaux vides. On sait qu'on va vers une révolution des usages. Moi je suis avide de ce dialogue avec les acteurs privés pour savoir dans quelle mesure, une fois que, j'ai envie de dire, on pourra retrouver, j'espère, une activité normale, dans quelle mesure le télétravail, le rapport différent au présentiel, on va dire, va impacter l'offre de bureaux et la vacance. Et dans quelle mesure on peut travailler sur une reconversion et à nouveau, imaginer remettre des logements là où il y a beaucoup de bureaux. Et voilà, l'enjeu, c'est on a parlé de la ville du quart d'heure. Pour nous, l'enjeu, c'est la région de la demi-heure. C'est-à-dire qu'en fait, autour de vous, vous ayez des activités voilà, professionnelles, mais aussi un accès à la culture, au sport, sans avoir forcément besoin d'aller vers l'hypercentre. Voilà, alors, on va peut-être rester sur cette question avec une question d'Olivier Frarque sur le zéro artificialisation net. Et en même temps, tout à l'heure, vous aviez un discours assez critique sur la densification dans les métropoles. Alors, comment on résout cette équation entre faire du zéro artificialisation d'un côté et ne pas faire de densification de l'autre? En fait, il y a des territoires à redynamiser. C'est-à-dire que si je prends le 11e arrondissement à Paris, qui est hyper dense. Voilà. Donc c'est sûr que la population en souffre. Voilà. Il y a un problème d'accès à la nature, de bruit, vraiment les nuisances sonores. Voilà. On en parle trop peu. Il y a problème de canicule, c'est très minéral et autres. Le 11e arrondissement a une densité qui correspond à celle de Séoul. Donc là, on doit plutôt aller vers la dédensification. Voilà. Il y a pourtant 1 million d'habitants de moins dans Paris qu'il y en avait au début du siècle. Oui, et c'est pas un drame en fait. Du 20e. Oui, mais c'est pas un drame. Enfin, je veux dire, que Paris rende des activités et des habitants et des habitantes au territoire, autour de Nemours, autour de Trappes, autour de Melun, et là on peut pour le coup densifier sans forcément nuire à la qualité de vie. Vous voyez, c'est plutôt un rééquilibrage que le zéro artificialisation. On parle de zéro artificialisation nette. Et en revanche, nous, c'est vrai que il y a des endroits où on sait que si on commence à mettre une gare ou autre, on va vers l'artificialisation inéluctable. C'est Gonesse. Encore une fois, une gare, oui, à Gonesse, par exemple. Voilà. Pourquoi la mettre à 2 km en plein champ alors que c'est 300 hectares parmi les plus fertiles d'Île-de-France? Les personnes qui disent on met la gare à Gonesse ne peuvent pas dire on soutient l'agriculture locale. C'est pas vrai, c'est pas cohérent.
de la même manière à Saclay. Si vous installez, si vous grignotez le plateau de Saclay, vous rendez les quelques exploitations agricoles qui sont encore actives non rentables, et à la fin, c'est le morcellement et c'est l'émiettement. Et c'est un territoire qu'il faut absolument protéger. Et donc, on peut densifier sur cette question des transports. Je vous laisse terminer. Et donc, on peut densifier. En fait, voilà, il y a des endroits où c'est trop dense, et il y a des endroits où on peut densifier et aussi travailler la reconversion. Pour le logement social, j'insiste sur un point. On peut faire du logement social diffus. C'est-à-dire que plutôt que de faire, pour faire du chiffre, une grosse barre, moi je pense à Thierry Repentin, qui est maire de Versailles, qui n'est pas particulièrement de ma famille politique, ancien maire de Versailles, qui a réussi à tenir les objectifs de la loi SRU dans une ville où 80% de la ville est classée patrimoine historique. Et bien, il l'a fait à coup de petits appartements, ça et là, et autres, et ça s'insère parfaitement dans le tissu local. Donc, à partir du moment où c'est une vraie priorité, on peut travailler sur la question du logement social, y compris évidemment dans les endroits où il y en a très peu actuellement. D'accord. Alors on revient quelques minutes au transport, puisqu'on a une question de Yuan Dupuis sur le fait que la crise a évidemment fait fortement baisser la fréquentation des transports publics en Ile-de-France, au bénéfice d'ailleurs des déplacements individuels en voiture. Donc comment vous imaginez cette sortie de crise? Comment vous imaginez éventuellement redonner de l'attractivité au transport public? Deuxième question, toujours sur les transports publics, de Pascal Ozanné. La ligne 17 n'est-elle pas une alternative au Charles de Gaulle Express? Voilà, on va vous laisser d'abord sur ces deux questions de transport qui rejoignent ce que nous disions précédemment. Et puis, je vous invite à reposer deux autres questions, éventuellement toujours en ligne ou par SMS. Et puis, ensuite, je reviendrai sur une question qui nous tient particulièrement à cœur dans le bureau des acteurs du Grand Paris. Très bien. Et ben déjà, vraiment, c'est très sympa que ça puisse être aussi interactif. Moi, c'est comme ça que je conçois l'échange. Alors, sur les transports et la sortie de crise, l'enjeu, c'est vraiment majeur, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que quand vous prenez votre train, vous puissiez avoir la sécurité d'arriver à votre destination dans les temps prévus. Voilà. Encore en tête cette étudiante du Val d'Oise, justement, qui avait raté son examen, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas pu y aller à cause du RERD. Donc, archi-priorisation des transports du quotidien. Ça répond en fait à la question sur le Charles de Gaulle Express. Il n'y a pas un transport du quotidien. C'est-à-dire que, là, encore une fois, quand vous faites Gare de l'Est, Charles de Gaulle, c'est pas vraiment, en fait, on le sait, pour les personnes qui travaillent à Charles de Gaulle. C'est une vue de l'esprit. À 24 € l'aller. Elle ne se revendique pas comme telle, cette ligne. Non, mais donc en fait, elle sert à quoi? Elle sert à quelques personnes. Dans les meilleurs chiffrages, on parle de 20 000 jours. Là où vous laissez de côté le RERB, où vous-même risquez de nuire à la fiabilité et la ponctualité du RERB, parce que certains voies de passage de secours qui sont utilisées, de 900 000 personnes. Donc l'enjeu et la priorité, c'est la modernisation RERB et D. La ligne 17, elle n'a pas un rôle à jouer en complément à ce sujet, notamment aussi parce qu'il y a une gare au-delà de Roissy qui peut servir de porte d'entrée dans la métropole. Elle dessert quand même plusieurs pôles. Je reviens sur cette ligne qui dessert 600 000 habitants. Nous, en bassin de vie. Oui, mais la ligne 17, vu que le terminal 4 est abandonné, enfin, la question se pose. C'était une gare qui était déjà optionnelle, la gare T4 du Charles de Gaulle. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à 2008, ce qu'on nous dit, c'est que le trafic aérien ne va pas reprendre d'un coup. Peut-être même qu'un jour, le kérosène sera taxé. Qui sait? C'est le seul carburant qui n'est pas taxé. La Belgique, les Pays-Bas le réclament au niveau européen. Peut-être que si on avait un ministre des Transports qui s'intéressait à autre chose que les subventions des aéroclubs, il s'y intéresserait. Donc, souhaiter que le trafic aérien reprenne tel quel, c'est peut-être pas très pragmatique ni réaliste. Vous voyez. Donc, reposer la question de cette ligne, en tout cas de son tracé, ou de son séquençage, dire que la ligne 15 et 16 sont, selon moi, archi prioritaires, que la modernisation du RERB et D est archi prioritaire là-dessus. Vous avez le sentiment que c'est la modernisation? Et même la mise en accessibilité des gares. Il y a 10-12% de la population qui a un handicap visible ou invisible. Si vous comptez que ces personnes ont des proches, vous voyez qu'on n'est pas loin du quart ou du tiers de la population. Et bien Melun, la gare,
sera accessible, d'après Claude Boulanger, qui est notre référent sur la liste, lui-même en situation de handicap. Melun sera accessible en 2035. C'est un choix à privilégier des lignes qui sont… évidemment, la SNCF nous dit, en matière d'ingénierie ou en matière d'arrêt, parce qu'il faut arrêter les lignes pour faire les travaux, on ne peut pas tout faire tout de suite, en même temps. Et ben, oui, nous, c'est vrai qu'on assume de privilégier modernisation du RER B et D, mise en accessibilité des gares. La MDPH de Juvisy, vous ne pouvez pas y aller. La gare de Juvisy n'est pas accessible du tout. Donc, si on est sérieux avec l'idée de mobilité, avec l'idée d'émancipation, avec l'idée de permettre à chacune de pouvoir se déplacer, oui, on doit prioriser les transports du quotidien. Alors, on va changer de secteur. Et c'est même mieux pour l'économie. Encore une fois, bon courage pour diriger une boîte si vous avez 20% de vos salariés qui arrivent en retard à cause du RER B et D. Alors, en vrai, quand vous dirigez une boîte, un call center par exemple, ça vous change quoi d'avoir un Charles de Gaulle Express? Par contre, que le D, vos salariés qui sont un peu plus haut dans le Valois, ils n'aient aucune garantie sur leur heure d'arrivée. Par contre, ça, oui, ça c'est un problème pour l'économie. D'accord. Dominique Boré nous pose une question culture. Comptez-vous impliquer et soutenir la candidature Banlieue 2028, capitale européenne de la culture? Oui, je dois rencontrer prochainement les soutiens de cette candidature. Donc, je veux bien vous en dire un peu plus après les avoir rencontrés, mais l'idée me plaît beaucoup. D'accord. Alors, on va prendre peut-être à ce stade, maintenant qu'on a bien échangé ensemble et dégrossi le sujet, la toute première question, au fond, que nous vous avions posée, c'était, mais alors pour vous, au fond, Julien Bayou, le Grand Paris, c'est quoi? Eh ben, ça reste encore à définir. Grand Paris… Ou c'est quoi votre Grand Paris? Oui. Bah, disons que le risque… c'est une sorte de malentendu. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment au fait régional. Je suis écologiste, je suis régionaliste. Paris, c'est 1% du territoire francilien. Mais alors, ça occupe 90% des débats à la région, au point qu'on en oublie bon nombre de territoires. Il y a une logique qui est dénoncée par Olivier Rasmont, qui est un journaliste, sur le fait qu'à trop se concentrer sur l'hypermétropolisation, sur la centralisation, on oublie les autres territoires. Et ça génère des transports, du stress, une cherté sur l'hypercentre, des zones dortoirs. Enfin, c'est une partie du problème. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à trouver une coopération entre ces territoires et une péréquation, en tout cas un équilibre des territoires. Là-dessus, le Grand Paris est à la fois une partie du problème et une partie de la solution. Et moi, si c'est la vision Nicolas Sarkozy, la région c'est Paris en grand, on nous parle même de fusion avec la Normandie, parce que en fait, la Normandie, ça serait juste l'arrière-cour de Paris. Vous voyez cette logique un peu, la capitale et tout le reste n'est que servitude. Alors là, ça pose un problème. Si c'est pour spécialiser les territoires, encore une fois, les logements dans le 93 et les bureaux dans le 92, en fait, on va tout droit dans le mur. Et on en a constaté les impasses dans les précédentes crises. Là, l'enjeu, c'est d'arriver, et pour moi, c'est le rôle de la région stratège, qui organise la discussion et la coopération entre le centre et les périphéries et les zones alentours. Très bien. Alors justement, on a beaucoup parlé de territoire et là, on a abordé un nombre de collectivités importants. On a trois questions, celle de Rémi, celle d'Aurélien et celle que nous-mêmes avions préparée sur la dimension institutionnelle de l'organisation territoriale de l'Île-de-France. Le Grand Paris, c'est aussi le Grand Paris des projets, mais c'est quand même aussi l'organisation institutionnelle complexe. Qu'est-ce que vous en pensez et quel regard vous portez sur ce qu'il faudrait faire pour simplifier cette organisation? Là, la question nous emmène à différents niveaux, parce qu'en fait, il y a un enjeu, voilà, il y a une superposition en vrai illisible, évidemment, une superposition des différentes strates, mais là, c'est du niveau du législateur. Je pense qu'il faut encore un peu de temps. Il y a quelque chose d'intéressant qui se construit à la métropole de Lyon, enfin du Rhône. Il faut encore un peu de temps pour avoir un retour. En attendant, nous, l'enjeu, c'est
d'abord la démocratie et puis la question de l'égalité entre les territoires. Sur la démocratie, la région, enfin, l'élection régionale, c'est lisible. Voilà. Les gens, ils votent, ils savent à peu près pour qui ils votent. Il y a une proportionnelle, ce qui fait que votre voix, même si vous n'êtes pas majoritaire, vous pouvez être représenté dans l'Assemblée. La métropole du Grand Paris, je pense, souffre de ce point de vue-là d'un problème de démocratie, de lisibilité. Voilà. Et si l'institution se transforme en groupe d'élus ou en banque des territoires, elle aura raté son utilité. Et l'autre question, c'est la question de l'égalité des territoires. Voilà, nous, on est inquiet de la spécialisation croissante, toujours plus, qui est très schématisée, hein, d'endroits où il y a les gens qui dorment et les endroits où il y a les bureaux qui sont actifs dans la journée. Et donc, cette logique de spécialisation des territoires qui produit et accentue les inégalités vraiment doit être combattue. Et pour ça, il y a une logique de coopération et il y a une logique d'aménagement du territoire, d'anticipation, qui est aussi le rôle de la région. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos introductif, vous êtes attaché à l'idée d'accorder plus de place au débat public-privé, à cette coopération. Vous savez que chez nous, aux Acteurs du Grand Paris, c'est vraiment notre marque de fabrique, parce qu'on est aujourd'hui une association qui, justement, a été créée pour pallier ce manque de dialogue, souvent entre tous les secteurs, que ce soit les collectivités, les institutions et les entreprises. Si vous étiez président de la région Île-de-France, ou même en tant que responsable politique d'ores et déjà, comment vous le voyez, ce dialogue? Qu'est-ce qui, pour vous, manque? Est-ce que vous créeriez quelque chose de spécifique à l'échelon régional? Oui, alors, d'emblée, dire que la démocratie représentative est mal en point, évidemment. Hein. Quand les choses vont bien, il n'y a que la moitié des gens qui viennent se déplacer pour l'élection régionale. Donc, les élus ne sont pas sur un piédestal à tout savoir tout le temps. On n'est jamais que la moitié d'un élu. Il n'y a que la moitié des gens qui sont venus. Du coup, nous, on est très attachés à cette démocratie participative. Les conventions citoyennes pour le climat, c'est un bel outil, par exemple, et au dialogue avec les corps intermédiaires. Voilà, je pense qu'ils ont été maltraités, c'est le moins qu'on puisse dire, négligés par François Hollande, puis vraiment maltraités par Emmanuel Macron. Là où, au contraire, quand on s'intéresse à ce que produit le CESE, produit le Césaire, on trouve vraiment des diagnostics importants, puis d'autant plus que finalement, ils sont passés le prisme de vision antagoniste au départ. Et donc, il faut trouver une manière d'associer plus concrètement les entreprises dans l'offre de formation, dans la mise en œuvre des dispositifs de soutien économique et autres. Et moi, je regrette qu'à chaque fois, les commissions développement économique, par exemple, là, on est vraiment très très peu en lien avec les entreprises ou la CPME ou le MEDEF et autres. Donc, il faut pouvoir faciliter ce dialogue. Aujourd'hui, le Césaire, il a un respect, mais arrive, il dit un mot avant la séance quand il est concerné, tout le monde écoute poliment et finalement l'interaction ne se fait pas. Donc autour du président de région, il faut pouvoir installer un conseil lié à l'activité économique avec les représentants privés pour très très en amont travailler à ces dispositifs économiques. D'accord. Alors, vous l'avez compris aujourd'hui, hein, nous recevons Julien Bayou. L'enjeu, c'est vraiment de connaître votre vision, de votre approche de l'Île-de-France, du Grand Paris. Nous étions engagés à respecter un timing précis de sorte à ce que chacun puisse retourner à ses obligations professionnelles et même vous, à votre agenda. Avant de vous donner la parole pour 2-3 minutes de conclusion, je vais vous poser la question qu'on avait posée à tous les candidats que nous avions reçus dans le cadre du cycle Paris 2021 et le Grand Paris avec les candidats à la mairie de Paris. Est-ce que si vous êtes élu président de la région Île-de-France, vous vous engagez à être l'invité d'honneur du cocktail des acteurs du Grand Paris que nous faisons en été? Ah bah oui, avec plaisir, bien sûr, évidemment.
Voilà. Alors, évidemment, si les conditions le permettent, hein, mais sachez donc, cher Denis, si vous faites un cocktail en ligne, c'est un peu moins. On y travaille, on travaille à l'idée de pouvoir se réunir à la fin du mois de juin, dans le cadre d'un cocktail estival. Et puis, évidemment, les 24 heures du Grand Paris que nous organisons avec Cédric Blanchet, le président des notaires du Grand Paris, et Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, le 21 septembre, toujours au pavillon Gabriel. Vous pouvez noter la date. Avant de reprendre la parole pour quelques secondes de conclusion et d'agenda, Julien Bayou, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire qu'on ne vous a pas demandé? Déjà, merci pour ce premier échange. Moi, je souhaite qu'il puisse continuer. Je n'ai pas de problème à donner mon contact. Vous pouvez me contacter sur julien.bayou@elv.fr. Vraiment, je suis preneur de cet échange. Je le redis en disant à la Commission développement économique, évidemment, nous, on a les échanges qu'on peut, mais en discutant voilà, avec la CPME, avec le MEDEF, avec les professionnels du tourisme, avec la Fédération française du bâtiment, on mesure l'attente qu'il y a sur une région qui investit, qui planifie, qui organise sur la rénovation thermique. J'en ai parlé pour la Fédération française du bâtiment, mais vraiment, j'ai dit, ils sont l'arme au pied. Ils disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça tarde autant? Nous, c'est ça l'enjeu qu'on veut arriver à concilier l'activité économique et engager ce cercle vertueux, climat, bien-être, emploi. Voilà. Tout ce qui est bon pour le climat est bon pour l'emploi. Il y a beaucoup plus d'emplois, aux millions d'euros de chiffre d'affaires dans les activités, climat compatibles. C'est les plus intensives en emploi. Des transports, de l'énergie renouvelable, de la rénovation thermique, de l'agroécologie. Et donc, on a vraiment tous et tous à y gagner. C'est pour ça que je dis on est finalement alliés objectifs. Et il y a un enjeu vraiment, je crois, peut-être je terminerai là-dessus, c'est cette jeunesse qui est aujourd'hui abandonnée et qui est finalement avec la génération climat, quelque part la première génération qui ressent vraiment le dérèglement climatique. Hein, mes aînés, les écologistes, mettons d'il y a quelques décennies, se battaient pour les générations futures en alertant, souvent dans le désert. Aujourd'hui, cette génération climat, elle ressent le dérèglement climatique. Elle est aussi la dernière qui peut agir pour enrayer ces effets. Et les effets du dérèglement climatique, c'est des effets sociaux et c'est des effets de délitement de notre démocratie. C'est vraiment la menace d'un choc et on doit considérer la crise sanitaire actuelle comme un crash test. Alors, on n'a pas brillamment réussi. Vous voyez, et l'Organisation mondiale de la santé nous dit que cette pandémie est très, très directement liée à notre rapport au vivant, à l'agriculture intensive, à l'artificialisation des sols, au dérèglement climatique. Et les prochaines risquent d'être nourries par l'inaction. Donc considérons ça comme un crash test et rendons-nous compte que le statu quo, ou le fait de continuer toujours pareil, ne peut pas fonctionner. Et qu'on a vraiment intérêt à prendre ce virage. Pour moi, voilà, je suis 10 ans élu régional, évidemment, je trouve que c'est un échelon qui a des leviers insoupçonnés pour agir, via le budget, via la commande publique, via le soutien à l'activité économique, via l'innovation. Et on doit le mettre finalement au service de cette génération climat, offrir un avenir à cette jeunesse. Là, aujourd'hui, elle est obscurcie par la crise et obscurcie par le dérèglement climatique. Offrir un avenir à cette jeunesse, des emplois qui ont du sens, de qualité, non délocalisables, et au service des territoires. Voilà le rôle d'une région stratège, à mon avis. Bon, merci Julien Bayou d'avoir été le premier invité de notre cycle Île-de-France 2021 et le Grand Paris. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous. Écoutez, je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de réactions. On pourra vous en faire part aussi par mail. Les amis… et on se voit en juin alors. Et on se voit très vite, dès que possible, dans les conditions… Fin juin, vous m'avez dit pour le cocktail. Alors c'est plutôt juillet. Si tant est que les élections ont pu arriver à se tenir à la date prévue du mois de juin. Quant à nous, donc acteurs du Grand Paris, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, 13 avril, 18h, pour l'Assemblée Générale de notre association. C'est un moment important. Vous recevrez lundi le lien de connexion pour évidemment nous rejoindre, voter sur les 5 délibérations. Et autre moment d'agenda à noter, le 20 avril, 9h, 10h, puisque nous recevrons le deuxième invité du cycle Île-de-France 2021 et le Grand Paris, en la personne de Laurent Saint-Martin pour La République En Marche. Merci d'avoir été avec nous, vous êtes encore nombreux. On organisera un petit replay à disposition de chacun. Merci Julien Bayou et merci à vous tous. Merci encore à vous. Merci.
Moi, je me réjouis déjà de cet échange. J'ai vu pas mal de questions. J'ai l'impression que cet échange il doit être prolongé, peut-être dans la campagne, et puis demain, évidemment, à la présidence de la région. Merci à tous les acteurs du Grand Paris, les membres de notre association d'avoir suivi ce live. Un replay sera disponible et nous vous donnons rendez-vous le 20 avril avec Laurent Saint-Martin de 9h à 10h. Ce sera notre deuxième invité du cycle Île-de-France 2021 et le Grand Paris des acteurs du Grand Paris.